La première question, est-ce que vous pouvez nous parler du cheminement qui vous a conduit à vous intéresser à l'âme et à l'au-delà? Alors, la première expérience est vraiment la première étape de mon cheminement. Je viens d'une famille complètement fermée à la spiritualité, donc j'étais complètement athée et comme vous l'avez dit, je travaillais, dans la finance et j'étais très sportive et j'ai eu un problème de genou, que je n'arrivais plus à soigner. Là, j'ai subi 3 opérations sur un genou et qui m'a laissée handicapée à l'âge de 30 ans. C'est-à-dire que, j'avais vraiment du mal à marcher quotidiennement, ça devenait compliqué et une amie m'a dit: «Viens voir ma magnétiseuse» et je lui ai dit: «Non, pour moi, c'est des charlatans» et puis j'étais tellement désespérée qu'au bout de quelques mois, j'ai fini par aller voir cette femme et cette femme m'a enlevé toutes mes douleurs, hein. Juste, vous connaissez le magnétisme, hein, c'est juste, imposer, ses mains, au-dessus, en fait, à quelques centimètres du corps physique, parce qu'en fait, elle travaille sur le corps énergétique. Et donc, elle m'a enlevé toutes mes douleurs et elle m'a dit, je viens de réparer votre corps énergétique. Il y avait une cassure au niveau du genou. Et pour moi, les corps énergétiques, c'est l'âme. Et peut-être que ce qui vous arrive aujourd'hui, c'est un message de votre âme pour vous commencer à vous occuper d'elle. Mmh. Vous devriez voir si vous êtes sensible aux choses de l'âme. Vous devriez lire, étudier, voir si vous y êtes sensible. Et comme elle m'a enlevé toutes mes douleurs, je lui ai fait confiance et j'ai commencé, voilà, un cheminement spirituel et qui effectivement, elle a eu raison parce que ça m'a passionnée. Voilà, j'ai beaucoup lu, j'ai énormément lu et j'ai été absolument, passionnée. Enfin les livres, j'appelais ça la nourriture, pour l'âme. Voilà, la nourriture de l'âme Tout à fait. et on est quand même 30 ans plus tard et je marche sans problème depuis 30 ans et donc c'était bien un problème énergétique parce que Ouais. j'ai bien fait sur mon genou, depuis et en général, en vieillissant, les articulations ne s'améliorent pas. En principe, elles se détériorent. Voilà, Mmh. donc j'avais même des problèmes d'arthrose et tout ça, voilà, j'ai Ah plus de oui. douleur, en fait, donc c'est assez incroyable. Voilà, donc ça a été ma première étape et c'est pour ça d'ailleurs que dans mon dernier film, L'âme 2, il y a un passage, il y a un chapitre sur, le magnétisme et sur, les messages de l'âme à travers le corps. Parce que je voulais, voilà, que dans un de mes films, on parle de ça. Parce que pour moi, c'est une étape importante. Et puis la deuxième étape, c'est, il y a une dizaine d'années, quand mon père est décédé, hem, mon père m'a envoyé tellement de signes qu'il m'a prouvé que l'au-delà existe. Parce qu'avant, j'étais sur un chemin spirituel, mais je n'avais aucune preuve que l'au-delà existait, que les défunts continuent à vivre. Je me disais que, enfin, j'avais beaucoup lu, hein, donc j'avais beaucoup étudié, donc je me disais, bah oui, il y a 8 chances sur 10 qu'effectivement, il y ait bien une vie après la mort. Mais, parce que j'avais lu beaucoup sur les phénomènes, sur les différentes expériences aux frontières de la mort, mais je n'avais pas de preuves. Et là, mon père m'a prouvé, voilà, il m'a envoyé tellement de signes, et puis depuis 10 ans, j'en ai eu tellement, que, et puis il n'y a pas que moi qui en ai eu, hein, il y a le reste de la famille aussi, que voilà, je sais que les défunts continuent à vivre sous une autre forme Mmh. énergétique après la mort. Voilà. Et c'est source d'espoir. Ça signifie aussi qu'on les retrouvera. Parce qu'il y a beaucoup de phénomènes qui nous montrent qu'on retrouvera nos proches décédés. La deuxième question que je voudrais vous poser, c'est quel lien vous faites entre conscience et âme? Parce que comme c'est quelque chose qui revient de manière récurrente, dans vos livres et dans vos films, est-ce qu'il y a un lien, entre les 2 ou est-ce que vous faites une différence entre les 2? Alors, moi, je l'appelle l'âme, mais par exemple, les scientifiques l'appellent conscience. Ouais. Ils n'utilisent pas le mot âme parce qu'ils considèrent que il y a une connotation religieuse. Mmh. Et bon, moi personnellement, je ne suis pas dans les enfin je n'ai pas d je n'ai pas de religion à attitrer, hein. J'ai étudié les religions, mais je suis plutôt sur un chemin spirituel en dehors des religions et j'utilise le mot âme parce que c'est plus facile, parce que parfois quand on parle de conscience, il y a aussi cette connotation, avoir bonne ou mauvaise conscience. Tout à fait. Donc voilà, il y a un côté moral en fait. Mmh. Et l'âme, bah oui, on a tous une âme, à l'intérieur de nous et mais non, je ne fais pas de différence. D'ailleurs, dans mes livres et dans mes films, je le fais dire à d'autres parce que c'est pas moi qui parle dans mes films, mais que pour moi, quel que soit le nom qu'on lui donne, on s'accorde peut-être pas tous sur le mot qu'on lui donne, mais pour moi, c'est une même chose en fait et d'ailleurs on s'accorde tous sur la même expérience vécue. Mmh. C'est-à-dire d'espace de paix, de joie à l'intérieur de nous, d'intuition,
voilà, on s'accorde tous sur les mêmes expériences vécues. En revanche, certains l'appellent la conscience, d'autres le soi, d'autres l'âme, l'essence, le je suis, il y en a qui disent je suis, enfin voilà, quel que soit le mot. Et je trouve ça très compliqué et presque intellectuel souvent on me dit, mais c'est quoi la différence entre âme, esprit, conscience, âme, voilà, vous faites pas la différence entre l'esprit et l'âme. Moi, je trouve que ça fait 30 ans que je m'intéresse à la spiritualité et je trouve que c'est très compliqué en fait, et j'ai pas envie de rentrer dans le mental, dans un débat intellectuel sur les mots. Oui, Pour moi, l'âme, c'est cette énergie, ces corps énergétiques qui rentrent dans le bébé et qui repartent et qui d'accord. sortent du corps une fois que le corps physique est mort. Voilà, et Mhm. qui retournent dans l'au-delà. C'est simple et c'est compréhensible par tout le monde. Voilà. Mhm. En revanche, on s'accorde tous sur les mêmes expériences vécues. Ça c'est universel. C'est sûr que l'âme, c'est une autre intelligence en nous. Alors, pour reprendre peut-être votre question, l'âme, c'est une autre intelligence plus profonde en nous qui Mhm. observe. Et quelque part, oui, c'est une conscience. Et donc, Mhm. elle nous observe et de temps en temps, elle nous envoie des messages de conscience quelque part. Pour avancer sur ce sujet, et dès que vous faites une relation entre connexion à son âme et libération de son intelligence intuitive et spirituelle, ça se fait référence en particulier au livre Et si je libérais mon intelligence spirituelle. Est-ce que vous pouvez nous dire ce que vous entendez par là et comment ça se concrétise dans le monde du travail, puisque c'est un domaine aussi que vous avez beaucoup abordé et que vous continuez à aborder, l'intelligence intuitive et spirituelle au travail. Alors, effectivement, pour moi, l'intelligence intuitive et spirituelle, c'est l'intelligence de l'âme, quelque part, hein. On dit que l'intuition, c'est le murmure de l'âme. Et alors, elle se manifeste, alors à la fois au niveau personnel, euh, c'est déjà une autre intelligence en nous, plus profonde, qui nous aide dans la prise de décision, puisque l'âme, elle s'exprime à travers des ressentis corporels, à travers des messages, hein, notamment l'intuition. Mhm. D'ailleurs, les scientifiques disent que c'est avec l'intuition qu'on trouve, et avec le eureka, c'est l'intuition. Et c'est souvent des idées qu'on n'aurait pas eues, auxquelles on n'avait absolument pas pensé. Et ce n'est pas en réfléchissant, c'est souvent en faisant autre chose. Moi, Mhm. souvent, c'est parce que je fais du sport et tout d'un coup, j'ai l'idée lumineuse qui arrive. Voilà, et ça, c'est une intuition. Donc, c'est pas quand notre mental réfléchit. Et les scientifiques disent, bah, c'est avec l'intuition qu'on trouve et avec le mental qu'on va réfléchir à comment trouver ça, comment est-ce qu'on a réussi à trouver ça en fait. Mhm. Après, c'est une réflexion. Donc, c'est une autre intelligence en nous qui aussi donc est créative parce que le mental, il travaille à partir de ce qu'il connaît, à partir de ce qu'il a appris. Donc, souvent, c'est aussi des idées complètement innovantes, complètement différentes, à laquelle on Mhm. n'aurait pas pensé. C'est aussi donc des ressentis corporels où c'est comme si notre âme, cette intelligence intuitive et spirituelle, elle savait à l'avance ce qui va se passer. Donc, elle peut être un guide sur comment est-ce qu'on se ressent à l'intérieur de nous. Est-ce qu'on est en paix, en joie, ou en revanche, est-ce qu'on n'est pas du tout en paix intérieurement? Et quand je parle d'intériorité, c'est au niveau du ventre, hein. Mhm. Ou est-ce que on a des frissons par exemple. Et dans ce cas-là, soit on se dit, bah, si je suis en paix et en joie, bah, je peux aller dans cette direction. Si en revanche j'ai des frissons et que je suis pas bien, eh bien peut-être que c'est un signe notre âme qui nous dit, non, c'est peut-être pas le moment. Voilà, d'aller vers ça. Donc il y a à la fois au niveau individuel, ça nous aide dans notre prise de décision, ça nous aide aussi dans notre relation avec autrui, et aussi parce qu'on va sentir, en fait, cette intelligence intuitive, c'est une capacité aussi de sentir, d'observer beaucoup plus fine que le mental. Et donc, Mhm. parce qu'on va utiliser notre sensibilité. Donc, notre sensibilité, elle est capable, notre empathie, on va être empathie avec les personnes, avec les marchés, avec notre environnement. Et donc, on va davantage sentir ce qui est juste Mhm. et ce qui ne l'est pas. Et c'est pareil dans nos relations. On est beaucoup plus à l'écoute, on est moins dans l'ego. Donc, ça simplifie les relations aussi au niveau intelligence collective, parce qu'on n'est pas dans l'ego, on est dans le cœur, on est dans l'empathie. Donc, Mhm. ça simplifie l'intelligence collective. Et au niveau stratégie de l'entreprise, ça permet, je dirais, d'avoir une réflexion sur qu'est-ce que je produis, comment je le produis,
avec conscience et comment je manage mes équipes et est-ce que ce que je produis a un impact bénéfique sur le monde. Et notamment dans le film L'intelligence intuitive et spirituelle au travail, on s'aperçoit que de nombreux dirigeants considèrent que l'argent, c'est juste un moyen, en fait. C'est juste un moyen au bénéfice de la société et de leur mission personnelle qui est de Mmh. faire bouger les choses au niveau sociétal et, Mmh. et humaine. Donc ça Mmh. permet d'aller vers une société beaucoup plus juste, beaucoup plus respectueuse et humaniste, Mmh, tout plus à fait. harmonieuse. Mmh. Oui, puisque les rapports dans le monde du travail en général, sont, on est dans la compétition et très peu dans la coopération. Donc, effectivement, on en a bien besoin dans le monde du travail de la coopération, entre Et, autres. et d'ailleurs, c'est quelque chose dans le film, il y a tout un passage sur l'école. C'est quelque chose qui pourrait être appris dès l'école, Tout à fait. dès l'enfance. Parce qu'à l'enfance, on nous apprend l'individualisme, le côté compétition, et on ne nous apprend pas forcément l'intelligence collective, à être dans le cœur, à être dans l'empathie, à se respecter, à respecter l'autre. Et voilà, donc ça, c'est aussi quelque chose qui pourrait être appris dès l'école. Comment le mot spirituel est accepté dans le monde du travail? Est-ce que c'est un mot qui fait sens, ou est-ce qu'il y a encore des réticences? Voilà, parce que spiritualité, on le connote souvent, complètement à tort d'ailleurs, à la religion. Donc, comment c'est accepté dans le monde du travail ce terme, ce mot? Alors, en France, et je dirais même en Europe, il n'est pas, il peut être un frein. Et c'est pour Ah, cela, oui, oui, hmm, c'est une très bonne question. Et c'est pour cela d'ailleurs que j'ai réalisé un deuxième film pour le travail qui s'appelle Les nouvelles formes d'intelligence humaine au travail, mhm, qui est un film où j'ai coupé le mot spirituel. C'est les mêmes interviews, c'est les mêmes d'accord. messages. Le film est juste un petit peu plus court et j'ai enlevé le mot spirituel. Et celui-là, eh bien, il passe sans problème en entreprise. Donc, on parle d'intelligence intuitive, corporelle, émotionnelle, intelligence du cœur, mais on ne parle pas de spirituel. Et c'est beaucoup plus Hmm, simple. Donc maintenant, j'ai deux films. Il y a un qui est un film grand public, qui est en VOD, en location ou achat, donc sur plein de plateformes. C'est l'intelligence intuitive et spirituelle au travail. Et il y a ce film que je propose en entreprise, Les nouvelles formes d'intelligence humaine au travail. En fait, d'accord. ce qui s'est passé, c'est que j'ai commencé avec le premier en me disant oui, mais ça y est, maintenant, le mot spirituel, c'est bon, il est temps qu'on l'impose quelque part. Et j'ai voulu y aller en force. Et, et en fait, il y a des grandes entreprises qui l'ont passé, qui l'ont projeté. Et puis, il y en a une qui l'avait pris pour un séminaire. Et une semaine avant, le dirigeant m'a dit désolé, je n'assume pas de diffuser un film avec le mot spirituel à mes équipes. Moi, à Hmm, titre personnel, je m'y intéresse, mais je ne me vois pas faire du prosélytisme dans l'entreprise avec ce mot spirituel. Et c'est là que je me suis dit, bon, ok, de toute façon, plusieurs personnes me l'avaient dit que c'était un frein. Et là, c'est comme ça que j'ai réalisé le deuxième film qui s'appelle Les nouvelles formes d'intelligence humaine au oui, travail, oui. pour ne pas que ce soit un frein. Et comme ça permet de rentrer dans les entreprises avec ces mêmes messages, mais sans que ce soit un frein. Il semble que lorsqu'on se connecte à son âme, on est poussé à nous tourner vers les autres et que ça éveille le besoin de se mettre au service de l'humanité ou de la Terre. C'est deux des intervenants qui disent ça, notamment dans, je sais plus, c'est l'âme 2, je crois. Est-ce que vous pourriez développer ce point? Alors, je reviens juste sur quelque chose, c'est que d'ailleurs, dans l'âme, dans le premier film L'âme, on parle justement de cette notion de mission de vie, de qu'est-ce qu'on fait sur Terre. Alors oui, naturellement, c'est vrai que de plus être dans l'ego, de moins être dans l'ego et plus dans le cœur, c'est sûr qu'on va plus naturellement vers les autres et on se tourne davantage vers les autres. Et effectivement, peut-être qu'on aura envie de notre âme nous enverra vers une mission où nous fera comprendre qu'on a besoin d'aller vers, enfin qu'on a envie, qu'elle a envie d'aller vers une mission euh, pour le bien commun. Mais la mission d'âme, ça peut être pour certains, ça peut être juste un travail sur soi. En fait, ce n'est pas forcément une mission de vie. En fait, Oui, oui. la mission de vie n'est pas forcément tournée vers les autres. Chaque âme est différente. Et pour certaines âmes, ce sera s'occuper des animaux. Pour d'autres âmes, ce sera s'occuper d'autre chose. Pour d'autres, ce sera l'écologie. Euh, et pour d'autres, ce sera juste diffuser de la joie ou être bien avec soi-même ou un travail sur soi. Et c'est aussi respectable en fait. Chaque âme est différente et est venue sur Terre
pour réaliser enfin, des choses Mmh. différentes. Et ça, je Mmh. trouve que c'est important parce que parfois j'entends, oui, mais il exagère, il veut même pas s'intéresser à ça qui est super important. Voilà. Eh bien, peut-être que ça, même l'écologie ou quoi que ce enfin, qui est un sujet primordial, c'est peut-être pas sa mission d'âme. Et Ouais, chaque ouais. mission d'âme est respectable. Moi, on me l'a déjà dit, hein. On m'a déjà dit, oui, mais ça veut dire que tu t'intéresses pas à cette cause. Je dis, ben moi, je peux pas être sur toutes les causes. Moi, je suis sur une cause et je m'occupe de cette cause. Voilà. Et on m'a déjà reproché de pas aller sur d'autres causes. Et je trouve que c'est très important de respecter ça, de respecter que chaque âme est différente et que c'est à chacun en sa propre justement âme et conscience de choisir ce sur quoi il veut aller. Mmh. Et on doit respecter ce sur quoi vont les autres, sans Oui, vouloir absolument les attirer dans notre mission. oui, oui, absolument. Ben, ça, c'est fondamental. C'est le respect du libre arbitre. Vous évoquez ça dans un de vos livres, je sais plus lequel, mais c'est un aspect fondamental. Mais en tout cas, d'une certaine manière, on peut dire que ça nous pousse. Alors après, effectivement, c'est variable selon les personnes. Ça nous invite, comme vous le dites, à la solidarité. Ça, je reprends vos propos là dans le livre Si j'ai libéré mon intelligence intuitive et spirituelle au travail. On pourrait même dire que ça nous pousse également à la coopération, à la fraternité et au partage d'une certaine manière. Bah, clairement, bien sûr, c'est Voilà, naturel en fait, ce n'est pas voilà. forcé, puisqu'à partir du moment où on a ouvert notre cœur, notre sensibilité compassionnelle, je dirais, obligatoirement, on est beaucoup plus en empathie, en compassion avec les autres. Il y a des êtres qui peuvent considérer comme des génies, alors en mettant le mot avec ou sans guillemets, tels que les artistes, les compositeurs, les peintres, les sculpteurs, les grands écrivains, les poètes, les scientifiques aussi, découvreurs, tels que par exemple quelqu'un comme Einstein avec sa fameuse formule, les hommes politiques visionnaires, hein, on en a quelques-uns. Hein. Euh, est-ce que peut-on penser que c'est leur âme qui les inspire? Qu'est-ce que vous en pensez de ça, de cette relation entre comment est-ce que ces génies y naissent? Il y a bien un processus particulier. Ils sont connectés à leur âme. Comment ça se passe selon vous? Alors, dans le film L'âme 2, on présente les études scientifiques sur ces enfants. C'est l'université de Virginie, hein, il y a 60 ans d'études sur la réincarnation, enfin, sur Mhm. une possible réincarnation, où des enfants, quand ils commencent à parler, donc à 2 3 ans, hein, commencent à raconter des vies antérieures et qu'ils ont Ouais, été avec tel métier dans une vie antérieure. Et dans ces études, on s'aperçoit qu'effectivement, qu'il y a des enfants qui naissent doués de certaines choses, de certaines, justement, de mathématiques, de musique, voilà, et de peinture. Et donc, il y aurait effectivement, peut-être, si vous voulez, la réincarnation serait une hypothèse pour justement la naissance de personnes qui ont déjà ces capacités, en fait. voilà. Et donc, oui, c'est une inspiration de l'âme, quelque part. C'est cette sensation finalement de savoir des choses qu'on n'a pas appris dans cette vie. Et donc, si on les a pas apprises dans cette vie, eh bien, c'est qu'on les a apprises dans une vie différente, dans une Tout vie à fait. précédente. Mhm. Personnellement, moi, je me suis intéressée très tôt à la réincarnation parce que je m'apercevais qu'il y avait des choses que je n'avais pas apprises dans cette vie. Mhm. Oui, oui. On arrive en quelque sorte avec un bagage, quoi. Voilà. Est-ce que vous pensez qu'on pourra démontrer scientifiquement l'existence de l'âme? Je sais que c'est un sujet que vous abordez beaucoup dans vos livres. Vous avez repris notamment des propos de Philippe Guillemant là-dessus, qui pour lui c'est une évidence, c'est une évidence d'un point de vue scientifique. Est-ce que vous pensez qu'on prend le bon chemin pour prouver l'existence de l'âme d'un point de vue scientifique? Et comment est-ce Oui. qu'elle pourrait être prouvée scientifiquement d'ailleurs? Par quel biais ou par un biais, par plusieurs biais? Alors oui, 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 c'est une bonne question. Mon premier film, Et si la mort n'existait pas, où en est la science sur la vie après la mort, présente toutes les études scientifiques sur ce sujet. Mhm. Et c'est quand on additionne toutes les études scientifiques, c'est-à-dire avant la mort, pendant le passage et après la mort,
que on se dit, bah effectivement, et puis en plus les physiciens aujourd'hui avec la physique quantique qui a démontré qu'il existe un monde invisible, c'est ça nous montre qu'effectivement, c'est tout à fait prouvable. Je pense que on y arrivera. Alors, dans combien de temps, je ne sais pas. La question, c'est que j'espère qu'on y arrivera, que ce sera démontré de mon vivant. Moi, je pense que j'ai encore 20-30 ans à vivre. Et en fait, c'est à la fois, déjà, rien qu'avec la médiumnité. La médiumnité, si elle était étudiée avec des protocoles scientifiques, on pourrait démontrer que, alors c'est déjà le cas aux États-Unis, hein, il y a un institut Oui. qui teste les médiums, et pour éviter toute tricherie, et ça a été démontré que des personnes sont capables d'obtenir des informations émanant de personnes défuntes. Alors, c'est quand on additionne, si vous voulez, tous ces phénomènes, c'est-à-dire avant la mort, les visions des mourants, plus les expériences de mort imminente, les expériences de mort partagée, les expériences avec la médiumnité, les contacts avec les défunts de manière spontanée, hein, les VSCD. C'est quand on additionne, si vous voulez, tous les sujets, tous les phénomènes, qu'effectivement, on arrive à la conclusion que voilà, il y a plus de chances qu'il y ait une vie après la mort ou que le contraire, que l'âme continue à vivre après la mort, donc sous une forme énergétique, plutôt que Oui, le oui. contraire. Il y a aussi cette question que le cerveau ne produit pas la conscience. Mhm. D'ailleurs, dans mon dernier film, L'âme 2, le psychiatre Christophe Fauré dit: aujourd'hui, être cartésien, c'est penser que la conscience est le produit du cerveau, de la matière. Mais dans quelques années, vous voyez, lui dit quelques années, hein, il dit même pas quelques décennies, Oui, oui, oui. dans quelques années, être cartésien, ce sera dire que la conscience n'est pas le produit du cerveau. Et donc, si c'est pas le produit du cerveau, bah, comment est-ce qu'elle est produite, cette conscience? Alors, je sais Mhm. qu'aux États-Unis, dans les pays anglo-saxons, ils en sont plus ils en sont plus sur ce débat. C'est Christophe Fauré qui m'expliquait ça. Je l'ai pas mis dans le film, mais il m'expliquait que ils en sont plus à est-ce que ça existe, est-ce que c'est vrai ou pas. Ils en sont à bon. Alors maintenant, c'est une réalité. Alors allons étudier c'est quoi cette conscience, c'est quoi ce courant de conscience, c'est quoi cette grande conscience. Voilà, ils en sont là. Donc, si vous voulez, on avance. Après, ce qu'il faudrait au niveau scientifique, il faudrait un congrès, je dirais, une assemblée de scientifiques multidisciplinaires. Oui. Donc, avec à la fois des physiciens, des cardiologues, des neurologues, des psychiatres et des spirituels aussi. Et comme ça permettrait, si vous voulez, qu'il y ait un consensus et que chacun réfléchisse dans sa partie et qu'il y ait Mhm. un consensus global. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, chaque discipline travaille dans son coin. Et puis, la science officielle ne va pas encore sur ces sujets. Ah Donc, bon. c'est lent, quoi. C'est lent. Ça avance, si vous voulez, mais c'est très lent. Le problème, c'est qu'on n'a pas d'outils précis d'un point de vue d'outils de mesure pour arriver à prouver l'existence de l'âme. Donc, Alors, les ça, instruments, peut-être pour mesurer effectivement, mais peut-être qu'un jour on les aura, voilà. parce qu'on s'améliore quand même au niveau. Parce qu'aujourd'hui, par exemple, dans le film L'âme 1, j'ai montré une petite machine qui permet de lire nos corps énergétiques, hein. Voilà, donc si vous voulez, il y a des progrès qui se font quand même. Donc peut-être qu'un jour ces instruments de mesure existeront. Et puis même sans ces instruments de mesure, en prenant tous les phénomènes observés et étudiés, on a déjà les preuves que ça existe. Mhm. Oui, oui. Mais maintenant, il y a quand même de l'espoir. On a le sentiment que ce monde de l'au-delà, il a envie qu'on avance, puisqu'on est depuis 10 ans, ça s'est accéléré. Depuis 10 ans, il y a de plus en plus de gens qui témoignent, de livres qui sortent, de podcasts, de films, voilà. Donc, on a l'impression que ça bouge quand même. On a l'impression que cet au-delà a envie aujourd'hui qu'on avance sur ce sujet. Tout à fait. Et puis, j'ai l'impression que ce monde de l'au-delà, c'est aussi une intelligence beaucoup plus grande, beaucoup plus vaste. Et si vraiment elle avait envie de se manifester et de prouver qu'elle existe, ben, elle le ferait. Donc peut-être que voilà, on va à notre rythme et on va à son rythme aussi. Enfin, on va au rythme des âmes. Donc je pense qu'il paraît que tout est juste. Donc voilà.
Je peux inviter les gens, si vous voulez, à aller voir sur mon site valérieseguin.com, il y a les liens des films, et notamment vers le premier film, Et si la mort n'existait pas, où on est la science sur la vie après la mort, qui reprend toutes ces études, qui reprend, C'est ça. on parle même des travaux de Pim Van Lommel et de toutes les études. Eh ben, merci Merci à vous. pour ce moment d'échange.